L'esprit de ce lieu, c'est avant tout l'ouverture. C'est un lieu qui doit créer le déclic, l'étincelle, le passage à l'action, et donc on y attend une petite dose d'impertinence. Ce lieu, on l'a pensé comme une maison conviviale, accueillante, avec des nouvelles façons de faire, différentes, des méthodologies innovantes. Le Hub des territoires est donc cet endroit, ce lieu, inventé par la Banque des territoires pour réunir les experts, nos directions régionales, mais aussi les acteurs des territoires dans leur diversité, des bailleurs sociaux, les élus locaux et autres, pour à la fois capter ce qu'est la demande émergente de ces territoires, comprendre et qualifier les besoins, et en même temps, bien sûr, inventer les solutions pour aujourd'hui et pour demain. Au Hub des territoires, nous nous appuyons sur un écosystème large et des méthodologies innovantes pour proposer des solutions concrètes aux territoires. Aujourd'hui, la Banque des territoires s'ouvre. Elle devient une plateforme ouverte à ses clients et ses partenaires pour pouvoir construire, avec les collaborateurs de la Banque des territoires, les solutions de demain. Pouvoir développer vos projets. Ce lieu, c'est le vôtre. Nous vous y attendons pour accélérer avec tout l'écosystème vos projets. Et par rapport à sa genèse, comme disait Sylvia, en fait, il émane d'une interrogation qu'on a eue suite à une observation de terrain en conseil d'école. Où on a pu assister, on s'est demandé comment, en contexte de réchauffement climatique, on peut améliorer rapidement le confort des usagers, donc de l'école, en période de forte chaleur, en attendant que tout le bâti soit rénové et adapté. Et donc pour introduire le projet, je vous propose de regarder une courte vidéo qui présente Classe Fraîche. Avez-vous déjà essayé de faire des découpages devant un ventilateur avec 30 élèves d'école primaire? Non? Avez-vous déjà essayé de gérer une vingtaine d'enfants dans une pièce fermée par 30 degrés? Non plus? C'est pourtant la situation de nombreux enseignants et élèves en France. Aujourd'hui, pour beaucoup d'écoles, faire classe en période de chaleur, c'est difficile. Et cela ne va sans doute pas changer de sitôt, quand on sait que Météo France annonce des canicules 2 fois plus fréquentes et plus sévères d'ici 2050. Alors nous avons réfléchi. Comment trouver une solution facilement déployable? Comment faire classe dans des conditions confortables en attendant que le bâti des écoles soit adapté? Savez-vous qu'il existe de nombreux lieux frais autour des écoles, dans nos campagnes, dans nos villes, souvent sous-exploités en journée? Alors pourquoi ne pas investir ces lieux avec des élèves pour que tout le monde puisse en profiter? Sur le terrain, nous avons rencontré toutes les parties prenantes pour comprendre les besoins et les préoccupations. Nous avons identifié et pris en compte les points de vigilance, comme la sécurité, la logistique, la charge de travail supplémentaire pour les enseignants et aussi assurer la continuité pédagogique sur la durée. Le concept est assez simple. Il consiste à identifier les classes souffrant le plus de la chaleur, à créer des partenariats avec des lieux frais alentours et à proposer du contenu pédagogique adapté. Tout cela regroupé sur un seul et même outil. Mais au fait, qu'entend-on par lieu frais? Eh bien, cela pourrait être les bureaux d'entreprise de maman, le supermarché climatisé du bout de la rue, les pâtes d'à côté, l'écomusée du village, ou encore un endroit plus insolite et naturellement frais. Ok, alors partons en Classe Fraîche. Classe Fraîche, c'est un protocole d'organisation efficace et un site web permettant de s'organiser simplement. En amont, le protocole permet d'anticiper, de référencer et valider tous les lieux d'accueil, de proposer le contenu pédagogique correspondant et d'identifier les classes participantes. Ensuite, à la rentrée scolaire, le site permet aux enseignants de se projeter et d'organiser le déploiement de leur classe. Il ou elle localise les lieux autour de son école et fait sa sélection.
Courant septembre, une attribution automatique est faite en fonction de différents critères et l'enseignant reçoit la liste des lieux prévisionnels qui lui sont attribués en cas de pic de température. La direction de l'école et la ville reçoivent aussi toutes les informations nécessaires à la prévalidation et à l'organisation des futures sorties. L'objectif de cette phase, tout doit être prêt en cas de déploiement. Le jour J approche. Dès l'alerte de la vague de chaleur par la préfecture, toutes les parties prenantes sont informées et prêtes à agir. L'enseignant valide ses créneaux de déploiement de sa classe, son agenda et peut vérifier sa valise pédagogique en ligne. Une autorisation de sortie est automatiquement générée et envoyée à sa direction. Les parents d'élèves et les lieux sont aussi informés du programme à venir. Ça y est, le jour J est enfin arrivé. L'enseignant retrouve ses élèves et les encadrants à l'école. Tout le monde part en classe fraîche. C'est l'occasion d'expérimenter une pédagogie innovante et de créer du lien entre les acteurs du territoire. Après le déploiement, l'enseignant a la possibilité de partager son témoignage et ses idées d'amélioration. Chacun contribue ainsi à améliorer le dispositif dans l'intérêt de tous. Alors, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez associé les différentes parties prenantes à ce projet ? Oui, alors d'abord par la méthodologie qu'on a expérimentée et mise en place pendant ces 4 mois de bootcamp, qui est une méthodologie d'innovation par le design. Donc en réalité, il s'agit d'un processus de conception qui est structuré en différentes étapes. Et qui place en fait les usagers au cœur même de la démarche. Donc on est passé par différentes étapes. D'abord une étape d'exploration, puis d'idéation. Donc ça a été toute une phase d'enquête, de travail de terrain, où on est allé au contact des usagers via des entretiens semi-directifs. Donc on a rencontré des instituteurs, institutrices et directeurs d'école. On est allé à la récolte de cette parole. Et pour les interroger en fait sur leur vécu face à la canicule, leur quotidien, leur expérience personnelle, mais également pour les faire réagir et faire émerger une hypothèse de projet. Avec par la suite une troisième phase qui était celle du prototypage. La vidéo qu'on vient de voir est issue de ce résultat de premier prototype de projet. Dans cette phase, on a réalisé des maquettes assez simples pour rendre en fait intelligible cette hypothèse de projet d'aller délocaliser la classe dans des lieux tiers, de manière à pouvoir récolter, identifier les retours des utilisateurs, identifier les freins très tôt, très en amont, et les intégrer dans la conception. Donc derrière, c'est tout un travail d'itération dans le projet, où en fait on récolte par cette parole des usagers vraiment les freins et aussi les aspects positifs, leurs ressentis par rapport à ces situations, pour améliorer en continu la conception même du projet. Donc en définitive, c'est vraiment s'intéresser par cette méthodologie au fait que la parole des usagers, elle est recueillie vraiment comme une expertise, parce qu'ils sont, par leur pratique du quotidien, vraiment experts de leur métier. Alors j'ai encore une autre question. Quel a été le plus grand défi avec ces différents usagers ? Alors on a rencontré, on va dire, 2 principaux défis. Le premier, je dirais que c'était de vraiment travailler en partenariat avec les usagers, les aider à creuser, à aller plus loin pour vraiment bien nous expliciter tous leurs besoins et leurs freins, qu'on puisse comprendre tous les tenants et les aboutissants et pas rester en surface. De notre côté, il a aussi fallu qu'on fasse un petit exercice pour s'obliger à laisser de côté nos biais personnels pour pas influencer finalement leurs réponses. Et puis ensuite, une fois que tous ces freins et ces besoins étaient collectés, donc l'idée, c'était vraiment de leur montrer que la solution et ce projet peut leur apporter des solutions concrètes au quotidien, et également leur montrer que c'est un outil qu'ils peuvent utiliser, qu'en tant qu'acteurs locaux, ils peuvent construire grâce à ça des partenariats forts, et qu'ils peuvent apporter en fait une solution viable sans engager sans avoir en fait des investissements lourds.
Et juste à titre d'exemple, si je peux me permettre, pour lever tous ces freins d'usage suite à ce travail un petit peu fin qu'on a réalisé, ça a donné lieu par exemple à une charte assez poussée sur tous les critères des lieux d'accueil. On a également aussi pas mal mis l'accent sur toute l'anticipation et l'organisation en amont pour essayer de limiter au maximum la charge des usagers, donc des enseignants et enseignantes le jour J. Voilà, bon, il y a plein d'autres exemples. Mais concrètement, vraiment, on a essayé de prendre en compte leurs freins et de les lever un à un et de leur montrer que ça pouvait être une solution viable. Et ben, on a envie de savoir quelles sont les prochaines étapes. Oui, alors les prochaines étapes, donc là on a fait ce premier prototype de projet. On a déjà passé par une phase d'atelier de co-conception donc avec les usagers. On a également rencontré, on a eu la chance d'être reçu par Madame Masson qui est avec nous ce soir, élue à la ville de Marseille, aussi de faire des ateliers avec des lieux d'accueil. Donc un peu dans cette dynamique pour la suite. Ce qui serait important vraiment au préalable, c'est pour nous de valider le protocole qu'on a imaginé en amont, qui a fait l'objet de un peu toute une ingénierie de projet assez précise auprès de l'éducation nationale et de l'académie. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis également que ce projet puisse rencontrer son écosystème d'acteurs en continuant peut-être de organiser des ateliers avec des lieux d'accueil partenaires pour repréciser avec eux leurs spécificités, leurs besoins, comment imaginer encore plus précisément comment faire ce dispositif pour que ce soit gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Voilà, et puis peut-être faire un pilote. Un petit point pour terminer. Effectivement, ce qui serait vraiment très intéressant serait de continuer à tester, améliorer le service, notamment via une expérimentation réelle. Donc là, trouver finalement une école et un lieu qui serait intéressé pour faire une expérimentation terrain de ce concept. Et renforcer encore le fait que finalement on peut partir d'une contrainte et d'un inconfort pour en faire une opportunité partagée, et que les enseignants, les enfants peuvent profiter de cette expérience pour travailler une pédagogie innovante, les lieux peuvent être acteurs de leur territoire et parler de leurs activités, et que finalement en fait ce service pourrait permettre de faire en sorte que tous les acteurs soient gagnants. Merci beaucoup Fanny et Gabriel pour la présentation de votre projet. On a en ligne, en duplex de Marseille, Juliette Masson, qui est adjointe à la ville de Marseille, à la mairie du 6-8 à Marseille, déléguée aux écoles et à la place de l'enfant, qui va apparaître à l'écran sous peu. Bonjour. Bonjour Madame Masson. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. C'était intéressant pour nous d'avoir le regard de l'élu sur ce projet, parce que c'est un projet qui a un impact fort sur le territoire. On voulait voir à votre retour, vous en tant qu'élu, quel est le retour que vous faites sur ce projet, en quoi il est intéressant, en quoi il fait preuve d'innovation, et voilà, qu'est-ce que vous pensez d'un tel projet. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, moi, je suis adjointe aux écoles pour une mairie d'arrondissement, le 6e et le 8e, qui représente quand même 145 000 habitants. Je travaille avec mes deux collègues adjoints à la mairie centrale, qui sont bien sûr décisionnaires des politiques de la ville à Marseille et qui seront friands de mon retour, puisque bien sûr, il faudra que je réussisse à les convaincre si on veut faire une expérimentation comme Gabriel et Fanny l'ont proposé. Alors, pourquoi moi ce projet m'intéresse? Donc déjà, 470 écoles et Marseille, ça laisse quand même un terrain de jeu intéressant. Sur mon secteur, il y a quand même 54 écoles. Vous savez qu'à Marseille, il y a des grosses problématiques de chaleur, de canicule. On est impacté chaque année de plus en plus tôt et de plus en plus tard, dès le mois de mai, voire jusqu'à fin septembre. Et les écoles de Marseille ne sont pas... n'ont pas été, comme dans beaucoup de villes, construites en anticipant les changements climatiques.
Donc on a une multitude d'architectures d'écoles différentes. À mon sens, celles qui résistent finalement le mieux, ce sont finalement les écoles Jules Ferry du centre-ville. Mais on a beaucoup de problématiques et vu la taille de la ville et des écoles, vous comprenez aisément qu'on ne peut pas équiper, faire des aménagements sur toutes les écoles en même temps. Donc c'est un chantier qu'on a entamé qui prend du temps. On avait identifié l'année dernière déjà 150 points chauds, c'est-à-dire 150 écoles où il y avait vraiment des problématiques de chaleur extrême pour les enfants et le personnel. Donc il y a eu des aménagements qui ont été faits, qui sont coûteux et qu'on déploie petit à petit, mais qui vont prendre un certain temps. Et c'est pour ça que quand j'avais rencontré Gabriel et Fanny au mois de mai l'année dernière, leur projet m'avait intéressée comme alternative à construire immédiatement, une solution un peu à mettre en œuvre rapidement en attendant que des travaux plus structurants se font. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, pratique. Et puis, bon, moi, je suis adjointe d'une mairie d'arrondissement, je suis aussi adjointe d'un quartier. Et nous, à l'échelle locale, ce qui nous intéresse aussi, c'est de retravailler avec, comment dire, de reconstruire des liens dans les noyaux villageois qui ont été souvent, qui se sont un peu délités avec bon, les différentes crises qu'on a traversées, notamment le Covid. Et ce projet est à la fois intéressant, il me semble, pour le confort des enfants et des personnels, hein, tous les personnels qui travaillent dans l'école, mais également pour les quartiers, puisque l'idée, c'est vraiment de mettre en lien différents équipements et différents acteurs. Merci beaucoup, Madame Masson. C'est très clair sur les enjeux pour la ville. Je vais maintenant passer la parole à Anthony Fauré. Anthony Fauré, qui est directeur d'innovation de Val Touraine Habitat et qu'on a souhaité associer dans sa fonction de directeur d'innovation. Donc, toi, tu met en place des processus d'innovation toute la journée. Et c'est intéressant pour nous d'avoir ce regard, et on aura aussi le même regard du designer avec Joachim tout à l'heure, savoir, selon toi, pourquoi un tel projet retient ton attention en tant que directeur d'innovation ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Sylvia. En préambule, féliciter quand même Fanny, Gabriel pour ce projet rondement mené et qui aboutit à quelque chose de très carré et au travers duquel on se projette bien en fait dans ce que pourrait être la nouvelle situation. Je réagirai sur deux niveaux. Le premier niveau plus d'ordre méthodologique, mécanique de travail, et l'autre plus sur le fond de la solution. Le premier niveau, ça peut paraître tout bête, mais je trouve qu'il y a eu un vrai exercice de lucidité dans le diagnostic qui a été posé. Il va faire chaud, très chaud, il fait déjà chaud. Et grosso modo, le réchauffement climatique va mettre à mal tous les modèles. Et donc, je trouve que dans le diagnostic qui a été posé aussi bien par la Masson et par les étudiantes apprenantes, c'était de se dire, bon, en fait, on ne va pas croire que le normal va revenir, qu'on va pouvoir continuer à faire comme on faisait avant, etc. Il va falloir intégrer ce fait et considérer qu'il va être majeur dans l'évolution de nos activités. Et se trouve que cet exercice de lucidité, parfois, peut manquer dans certaines organisations, parce qu'on a des biais, on connaît notre entreprise, on connaît notre organisation depuis fort longtemps et parfois on a du mal à la diagnostiquer. C'est peut-être pour ça là aussi qu'il faut aller chercher de l'aide de l'extérieur pour avoir un regard frais. Et puis parfois on a du mal à aller chercher très très loin les signaux faibles venus de l'extérieur et donc au bout d'un moment on pose un diagnostic un peu au tiède et finalement la réponse le sera tout autant. Donc moi c'est ça qui m'a plu, c'est posé dès la première minute. Voilà, ça va être dur et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Le deuxième aspect qui retient mon attention, c'est sur ce qui a évidemment irrigué l'ensemble du discours qu'on a entendu, c'est sur l'association des parties prenantes. Moi, j'ai coutume de dire qu'on passe d'une vision 2D à une vision 3D quand on intègre les usagers. On peut croire parfois qu'on connaît tous les sujets, c'est faux, c'est pas vrai. On a tous une vision 2D d'un sujet. Adopter une vision 3D, c'est voir le même sujet avec des angles très différents et on peut espérer qu'à la fin de ça, on ait une vision à peu près totale ou globale du sujet. Et là, pour le coup, la vidéo a été introduite par un ventilateur.
Et ce ventilateur qui fait voler les copies, on est en incapacité de le savoir depuis son bureau, depuis un métier très administratif, etc., si on ne le vit pas. Et ça, je pense que si elle n'était pas allée chercher vraiment des personnes qui le vivent au quotidien, eh ben, cet irritant-là, on le zappe. Sur l'intelligence collective, Fanny a passé brièvement en parlant de biais. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de recul sur ces mécaniques d'intelligence co. Et l'intelligence collective peut être un outil très puissant, à double tranchant. Et je dirais qu'il y a deux biais majeurs que je vois. Il y a le biais de l'individu en tant que tel, qui a évidemment ses propres filtres. Et en intelligence co, on a une phrase un peu totem qui est assez répandue, consistant à s'interroger sur quel est le niveau d'engagement d'une poule ou d'un cochon dans la constitution d'une omelette au lardon. Je suis nul en cuisine. Et bien la poule, elle est concernée, elle fournit l'œuf, et le cochon, il est directement impliqué, si j'ose dire. Et donc, en fait, c'est une bonne pratique qu'on doit toujours avoir en tête, c'est de se dire attention à celui qui va piloter au bout d'un moment un dispositif d'intelligence collective, au fait qu'il soit concerné par le sujet, mais pas trop impliqué, sinon il y a des choses qu'on ne voudra pas entendre, qu'on ne voudra pas voir, qu'on éliminera, ou on pensera qu'on a déjà la réponse à quelque chose qu'on vient d'entendre sur le moment. Et puis enfin, l'intelligence co, elle est toujours organisée par quelqu'un, une organisation qui a ses propres intérêts. Et donc ça, je pense que c'est aussi très intéressant de se dire à qui va servir ce qui va être produit par l'intelligence collective. Est-ce que le contenu même va véritablement servir au sujet, aux parties prenantes de manière un peu équilibrée, ou est-ce que ça va servir simplement à l'organisation, si j'ose dire, qui l'a commandite. Voilà. En philosophie politique, c'est un sujet, on discutait tout à l'heure avec Joachim, qui est étudié depuis très longtemps. Il y a Rancière, un philosophe politique, qui a analysé ce sujet-là et qui a une belle phrase, je trouve, je mets de côté l'aspect très militant, qui dit « Toute intelligence collective générée par un système de domination, dit-il, mais parce qu'il part d'un cas bien précis, n'est qu'une intelligence au service de ce système. » Et ça, je trouve qu'on doit toujours l'avoir en tête. C'est si l'engagement que je demande à mes parties prenantes à la fin ne sert que moi, c'est qu'il y a quelque chose de vicié ou de biaisé dans la démarche. Et puis enfin, le dernier sujet qui a retenu mon attention, c'est sur le prototypage. Je trouve que c'est très clair, c'est très simple, c'est très rassurant. On se projette bien. En conduite du changement, ce qui m'intéresse plus, moi, en directeur Inno, c'est de parler de la manière dont on va routiniser des pratiques futures. Là, on se projette bien, on voit à quoi ça peut ressembler. Il y a vraiment elles affirment le côté test and learn, on va tester, on va essayer, on va se mettre dans une logique d'amélioration continue. Et ça, je trouve que c'est très important aussi dans le monde des organisations. On aimerait que ça marche tout de suite, que ce soit parfait. Surtout avec la phrase totem, il ne faut pas se rater. Bah, en fait, si, on se rate tout le temps. Et c'est pas si grave que ça si on l'a intégré dès la conception. Et si on n'a pas réfléchi trop longtemps dans son bureau après. Et après, on se dit, bon, on va déployer techniquement les choses. Non, je pense que moi, on réfléchit aussi en déployant techniquement les choses. Et on réfléchit aussi en ressentant les choses. Voilà, c'est l'approche tête, corps, cœur. Faire, ressentir, c'est aussi penser sa solution. Voilà. Et pour pas être trop long, je dis toujours ça quand je suis trop long, c'est sur la solution en elle-même. C'est une solution qui crée de l'intermédiation entre des acteurs qui finalement ne se seraient sans doute pas croisés. On parlait du supermarché, du musée et puis de l'éducation nationale. Pourquoi éducation nationale et supermarché? Et en innovation, on aime bien parler anglais, on parle du broker. Celui qui, au bout d'un moment, va casser une frontière et va comprendre que des acteurs ont un intérêt à se retrouver. Et moi, en tant que soit offreur de solutions, soit en ayant un besoin, je ne le sais pas forcément. Et je trouve que la valeur ajoutée de cette capacité d'être une plateforme qui vient franchir des frontières est très intéressante. Ensuite, c'est une solution qui me paraît outiller le professeur. Alors, on ne sent pas la technostructure de l'éducation nationale, c'est le professeur qui a la main au début sur ses besoins, etc., etc. Et moi, ma conviction, c'est que plus on se rapproche du terrain et plus on outillera ceux du terrain avec des solutions très concrètes, mieux ça ira pour ne pas tomber dans des lourdeurs administratives de déploiement de solutions très longues. Et le dernier point, c'est que là où elles sont fortes, je trouve, dans leurs solutions, c'est qu'on a presque envie qu'il fasse très chaud pour voir ce que ça donnerait en fait. Parce qu'elles en parlent en disant, mais en plus, ça va apporter du nouveau, un contenu pédagogique différent. Bah oui, on peut imaginer faire des mathématiques peut-être dans un centre commercial. On peut imaginer avoir un cours d'histoire directement in situ. Et je trouve que vous arrivez à mettre un peu de cœur chaud au milieu de tout ça. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. On a envie en fait. Et s'il n'y a pas d'envie en innovation, il ne se passe pas grand-chose.
Merci beaucoup, c'était très clair. Moi, je retiens quelques mots, la lucidité, routiniser les pratiques futures, l'intermédiation. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est en train de définir un peu ce qu'est l'innovation et comment on doit la mener. Je vais passer maintenant la parole à Joachim Savin, qui est designer, qui a fondé l'agence Où sont les dragons. Et Joachim, tu es un des mentors du lab, tu as accompagné tous les projets et moi ça m'intéresse d'avoir ton retour parce que tu travailles en tant que designer sur des projets complexes, d'intérêt général. Donc quel regard est-ce que tu portes sur ce qui vient d'être présenté et, notamment, comme l'a dit Anthony, on part du constat, il va faire très chaud, donc on est sur un constat de grand défi transitionnel, environnemental. Et voilà, donc quel regard tu portes en tant que designer sur ce projet ? Bonjour du coup à tout le monde, merci pour l'invitation. Et puis tout d'abord c'était un plaisir d'accompagner ce groupe, donc voilà, ça c'était la première des choses. La deuxième c'est effectivement si on prend un petit peu de hauteur, un petit peu de contexte par rapport à ce qu'on peut voir de l'action publique, c'est que ce projet il illustre effectivement ce changement de modèle. C'est un changement de modèle où on passe avant de gestion de crises qui sont ponctuelles, donc une submersion, un incendie, etc. Il y a un avant, pendant, après, alors c'est théorisé dans des travaux en sociologie et en gestion de risque sur en fait une société plutôt du risque. Et en fait ce qui change c'est que ces crises au lieu d'être vraiment purement ponctuelles en fait elles sont continues, elles se superposent et on doit gérer les conséquences de la crise précédente, anticiper la suivante et puis être en même temps dans le rush de celle qui est actuelle. Et donc en fait c'est marrant parce que ça c'est quelque chose que vous avez déjà, vous en êtes plus là, c'est le présupposé de ce projet. Donc il est déjà en fait inscrit dans la façon dont on devrait gérer effectivement les risques futurs. Alors dit comme ça peut faire un peu peur, mais en fait il y a des sociétés qui depuis assez longtemps fonctionnent comme ça. Si on pense au Japon, par exemple, ça fait des siècles qu'ils fonctionnent sur une logique de risque et qui changent en fait la façon dont ils procèdent et dont ils gèrent les risques, dont ils construisent l'habitat, dont ils forment leurs étudiants, etc. Et c'est peut-être plutôt vers ce genre de modèle qu'on doit aller pour essayer de gérer ça au mieux, quoi. Alors il y a déjà des signes, moi comme tu le disais, je travaille beaucoup dans le monde public et je suis plutôt défenseur de l'action publique et il y a quelques indices qui montrent que ça change, alors effectivement du terrain et puis même aussi de certaines organisations comme la Direction interministérielle de la transformation publique qui dans son dernier marché public, le cas d'usage était celui justement des risques de submersion et comment est-ce qu'on renouvelle les plans d'action. Alors ça c'est un tout petit détail hyper administratif mais qui montre qu'en fait, il y a un changement de mentalité. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, quand on regarde en fait sur le parcours que vous avez fait méthodologique, et c'est ce que tu disais juste avant, en fait, ce besoin de créativité, ce besoin d'innover, en fait, c'est nécessaire. Alors moi, je mets des grosses pincettes sur la question de l'innovation. C'est quand même un gros mot bullshit où on fourre pas mal de choses dedans. Moi, j'aime bien la définition de Todd Lubart qui date de 2001 et qui est toujours utile à rappeler. C'est donc du coup la créativité, c'est une séquence d'actions et de pensées qui amène à des solutions nouvelles et adapté au contexte. Et c'est vraiment ces deux choses-là qui font que c'est créatif. C'est nouveau, bon ça c'est ce qu'on entend souvent, mais ce qu'on oublie c'est vraiment le deuxième membre, c'est que ce soit adapté à un contexte. Et c'est ça qui fait que c'est une bonne innovation de mon point de vue. Et là en fait si on regarde, c'est particulièrement bien adapté au contexte ce que vous avez produit. C'est ce que tu disais, il fait chaud tout de suite, c'est maintenant. La rénovation thermique des bâtiments, c'est au bas mot dans 25 ans. Peut-être dans 50, c'est pas à moi d'en juger. Et puis le retour à un climat normal, c'est dans 2 siècles. Donc en fait, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où c'est un projet qui est très très pragmatique sur plein de niveaux différents. La première chose, c'est vous évoluez, et tu le disais à nouveau, dans un environnement qui est très complexe, qui est l'éducation nationale. Et en même temps, tant mieux que c'est complexe parce que ça gère nos enfants. Donc je préfère que ce soit quand même assez bien bordé, etc. Et en fait, vous deviez rendre ce projet plausible dans ce contexte-là. Que des acteurs en fait, qui ont l'habitude de travailler dans cette grande machine puissent se dire « Ah oui, c'est possible ». À la question du coup naturelle de la frilosité culturelle, est-ce qu'on va vraiment emmener nos enfants au supermarché ? Est-ce qu'on va vraiment les faire sortir des classes, etc. En fait, vous répondez par « Bah oui, il y a les classes vertes ». Et ce tout petit déplacement, donc qui est classique dans l'innovation, ça suffit en fait à pouvoir se dire c'est possible. Donc ça c'est intéressant. Puis après, à la faisabilité opérationnelle et administrative, les 3 km, etc. Fait tout le projet que vous avez déployé, quoi.
Donc ça, pour moi, ça en fait un projet emblématique. Des changements à venir, plutôt. Et puis après, un autre point que je trouvais vraiment intéressant avec votre projet, et qui était l'avantage de se centrer sur les acteurs, sur les utilisateurs, c'est qu'en fait, on n'est pas sur un projet qui est techno-centré. C'est-à-dire, on ne va pas sortir un algorithme prédictif qui va nous permettre de faire un matching sur des scores de lieux frais ou pas. En fait, concrètement, votre projet, on aurait pu le faire il y a 30 ans. Et c'est juste qu'en fait, ça s'actualise aujourd'hui. Vous avez juste trouvé les bons points de contact, les bons dispositifs techniques, comme le site web, pile poil, juste adaptés, qui permettent de mettre ça en action et du coup d'aligner l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est peut-être le dernier point d'analyse sur lequel je finirai. Et je le cite du coup Michel Callon, Madeleine Acriche et Bruno Latour. C'est que en fait, une innovation qui réussit, selon ces auteurs, c'est une innovation qui a réussi à intéresser un réseau d'acteurs qui va trouver de la valeur à cette innovation. Et c'est ce que vous avez décrit, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes allé voir ce réseau d'acteurs, et l'éducation, et les parents, et les élèves, et les professeurs, etc. Et pour chacun, vous avez une proposition à lui faire. Et chacun, au travers de l'enquête que vous avez faite, a pu en fait nuancer votre projet et le faire aller dans une direction un petit peu différente. Et c'est en fait avec ce travail-là de déplacement que vous avez pu aboutir à ce projet-là. Voilà, donc du coup pour moi c'est effectivement un bon exemple de ce que peuvent donner ces approches centrées sur les usages. Parfait, merci beaucoup en tout cas à toutes et tous et surtout à Fanny et Gabriel pour ce projet. Merci à vous. On a une séquence de questions-réponses. Alors, il y a déjà 2 questions sur le chat. Mais après, ceux qui sont dans la salle, s'ils ont des questions, n'hésitez pas, on va avoir quelqu'un qui va passer avec un micro. Alors déjà, je vais reprendre la première question de Chloé Dupuis. Donc la première, c'est plutôt destinée à Fanny et Gabriel. Comment avez-vous réussi à mobiliser les enseignantes ? Et donc ça, c'est la première. Et la deuxième, peut-être qui est liée, donc toujours sur l'intégration des parties prenantes, est-ce que l'éducation nationale a-t-elle dégagé du temps pour que les enseignantes ou enseignants puissent participer ? Donc, voilà. Je vous laisse répondre. Bon, je prends la première question. Ça y est, j'ai un bug. Oui, comment les embarquer ? En fait, je crois qu'on est parti de très petits. D'abord, les contacts, les amis d'amis, les contacts via l'école, etc. Comme l'avait dit Fanny, on est parti sur c'était le conseil d'école. Enfin, donc plutôt du terrain. Et puis ensuite des petits contacts au début comme ça. Et en fait, ce qui nous a surpris très bien, c'est que on a eu beaucoup de retours, en fait. On a été vraiment impressionnés par la disponibilité de tous ces enseignants, ces enseignantes qui ont accepté de s'entretenir avec nous, même sur des entretiens semi-directifs, donc qui prennent un petit peu de temps et d'engagement. Donc voilà. Et ensuite, ça s'est fait par une mise en lien comme ça d'un réseau d'acteurs. Voilà, avec quand même une grande disponibilité. Et comment on les embarque aussi, c'est aussi l'avantage de travailler en proche avec les usagers. C'est aussi que quand on a fait un premier atelier dans une école primaire avec certaines enseignantes, ça a embarqué les enseignants qui étaient dans la classe d'à côté. Donc on est revenu faire un deuxième. Voilà. Donc ça a suscité de la curiosité, de l'intérêt. Voilà, un intérêt réciproque à la fois nous pour leur métier, leurs conditions de travail, et eux pour ce projet. Donc en fait, pour résumer, c'était vraiment de la participation bénévole. Oui, tout à fait. Et c'était surtout au contact direct des personnes. Il n'y a pas eu toute la procédure, parce que j'imagine c'est un peu le sens de la deuxième question qui était l'éducation nationale a-t-elle dégagé du temps pour que les enseignantes puissent participer ? Globalement, elles prenaient sur leur propre temps sans demander aux différents responsables. J'imagine que ça a été fait comme ça à l'opportunité. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elles ont, enfin, c'est surtout, je dis elles parce que c'est vrai que c'est surtout des institutrices qu'on a rencontrées. Elles ont quand même demandé aux directeurs et directrices d'école s'ils pouvaient participer, évidemment. Mais effectivement, ça s'est plutôt fait sur la pause du déjeuner ou le mercredi quand il n'y avait pas cours.
Et elles se sont rendues vraiment disponibles et ça a pu s'opérer de cette manière-là. Ouais. Ok, très bien. Et peut-être, je ne sais pas si... Alors, on a une autre question toujours dans le chat. Alors, dans la salle, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à lever la main et on viendra vous donner un micro. Alors, c'est question de Maëlle Ferré. Avez-vous pu tester en pratique ce que donne, par exemple, de faire cours dans un centre commercial ou dans tout autre lieu, via un dispositif classique de sortie de classe, par exemple, et en prenant ainsi en compte les occupations habituelles de ces lieux? Alors effectivement, c'est une bonne question. C'est ce que Gabrielle en fait a dit quand on a répondu à la dernière réponse, quand elle dit, enfin non c'est moi qui l'ai dit pardon, quand on disait ce serait intéressant de faire une expérimentation terrain classe-lieu, puisqu'effectivement pour l'instant on n'a pas pu réaliser cette expérimentation-là. On a rencontré un supermarché, on a rencontré des enseignants à qui on a soumis l'idée. Elles ont été vraiment intéressées en se disant bah oui tout de suite il y a plein de choses qu'on peut faire d'un point de vue pédagogique, il y a aussi plein d'éléments d'un point de vue sécurité qu'il faut vraiment borner et aborder avec le supermarché. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait tester parce qu'effectivement dans le temps imparti de notre projet on n'a pas pu malheureusement le faire pour l'instant. Ok, et peut-être déjà je voulais remercier Madame Masson, donc votre caméra est toujours ouverte, parfait. Et peut-être si vous aviez quelque chose à rajouter ou si vous vouliez intervenir sur ce sujet-là, peut-être au niveau de l'expérimentation possible. Oui, avec plaisir. Moi, ce dont je voulais parler encore, je vois qu'on parle beaucoup du supermarché parce qu'effectivement, dans les échanges que j'ai entendus, bien évidemment, ça représente peut-être le top de l'innovation de faire classe dans un supermarché. Je voudrais attirer votre attention sur que, avant de se mettre la pression sur le supermarché, il y a d'autres lieux dans les quartiers qui sont peut-être plus faciles dans une expérimentation. Je pense notamment à des lieux qui accueillent déjà des populations comme des maisons de retraite qui sont déjà équipées ou bien des foyers. Voilà, il faut peut-être commencer avec quelque chose qui est plus, je vais dire un mot qui ne va pas vous plaire, qui est plus réaliste, on va dire, que le supermarché. On avait échangé dans la préparation avec Gabrielle et Fanny, où le supermarché avait quand même des contraintes. Alors, moi, ça me séduit aussi. Hein, je leur racontais qu'on avait fait une fête de quartier dans un quartier à proximité de l'école où elles ont été d'ailleurs, ou un festival de poésie, et il y avait une poète qui s'était installée dans un supermarché pendant une semaine mélangée aux clients, et ça avait été une expérience incroyable. Donc, il y a des choses à faire dans les supermarchés, mais je pense qu'il n'y a pas que le supermarché. Il y a beaucoup d'acteurs dans les quartiers qui peuvent accueillir des enfants avec plaisir. Dans les maisons de retraite, on peut aussi travailler l'intergénérationnel, ce qui est quand même un enjeu aussi important dans notre société. Et je voulais juste préciser que ce que je trouve aussi séduisant dans leur projet, c'est ce qu'elles ont dit sur l'expertise des usagers. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque nous travaillons de cette façon dans nos quartiers en organisant des laboratoires citoyens, où effectivement, nous partons de la parole des habitants, et effectivement, ça ne peut se faire que comme ça. Maintenant, j'insiste, et on en a déjà aussi parlé, sur la nécessaire implication de l'institution éducation nationale, puisque vous avez évoqué effectivement la sécurité. Ça peut être un frein à l'expérimentation si l'éducation nationale n'est pas partie prenante, surtout dans le contexte actuel. Faire sortir des enfants, c'est jamais simple, ne serait-ce que pour aller même à 1 kilomètre de l'école. Voilà, il faut vraiment que ce soit bien borné. Et ce qui m'avait aussi vraiment intéressé dans leur projet, et j'insiste, c'est le côté clé en main pour les enseignants, que ça ne leur surcharge pas leur quotidien, qu'elles ne soient pas obligées de réfléchir, d'avoir plein de complications au moment où il faut sortir de l'école. Et ça, le côté clé en main, facilité d'utilisation, le site, etc., le logiciel, je trouvais que c'était vraiment une excellente idée.
Voilà, et ben voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Il y avait une question dans la salle. Je vous laisse peut-être vous présenter. Alors merci, moi je suis Estelle Gallic. Je suis assistant à maîtrise d'usage, donc je fais de l'AMU. Et déjà, je voulais vous féliciter parce que c'est effectivement un très chouette projet. Ce que j'aime bien, c'est le côté effectivement empowerment. On voit que tout de suite, ils vont pouvoir déployer la solution et effectivement, ils ont l'outil clé en main. Et je voulais rebondir sur la disponibilité. Parce qu'effectivement, nous, on s'aperçoit que quand on interroge les experts des lieux de vie qui sont les usagers, en fait, c'est extrêmement intéressant et souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être interrogées sur leurs pratiques, sur leurs usages. Je pense notamment, nous, on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux. Et même pour monter les questionnaires, au niveau de la méthodologie, on va à la rencontre, par exemple, des gardiens, du personnel de ménage, avant d'aller à la rencontre des locataires, pour monter avec eux le questionnaire. Et en fait, ça permet aussi d'interroger les pratiques voilà, des experts de l'usage. Donc ça, c'est de plus en plus original, en fait. Enfin, c'est vraiment la beauté, je trouve, de cette méthodologie. Et le fait aussi d'aller voir des publics qu'on n'a pas l'habitude d'interroger. Nous, on interroge beaucoup les enfants pour avoir leurs idées d'aménagement, par exemple. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Eh ben, je vous propose de continuer. Je vais remercier Madame Masson pour votre intervention. Et je vais remercier également Gabriel et Fanny. Merci beaucoup. Et merci pour votre intervention sur la maîtrise d'usage. Ça me donne vraiment ça fait le lien avec la suite, puisque j'ai d'ailleurs invité Pierre-Yves Graff, qui était un des apprenants du lab et qui va se présenter, qui est graphiste, directeur artistique, artiste également, et voilà, qui a travaillé dans le cadre du lab sur un projet en partenariat avec Val Touraine Habitat, porté par Anthony Fauré. En fait, ça me permet de parler d'une phase importante dans un processus d'innovation. On l'a vu avec le projet Classe Fraîche, qui est la phase d'exploration et d'immersion dans le sujet. Donc c'est une phase sur laquelle nous on prête beaucoup d'attention, qui permet justement, comme vous venez de le dire, de s'immerger sur le terrain, de mettre en place un certain nombre d'observations passives, actives, en enquêtant de façon formelle, de façon plus informelle, voilà, pour vraiment comprendre la complexité du terrain, les différentes parties prenantes, les usagers. Et c'est une phase donc que Pierre-Yves a expérimenté à côté de Tours, à Tours et dans ses environs, avec Anthony. Et donc on se proposait de revenir sur cette exploration, sur cette étude de cas en duo, dans une discussion en duo entre Anthony et Pierre-Yves. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous, on a eu un voyage d'études de 2 jours à Tours, qui était au début du lab, donc un voyage exploratoire, et avec Natalia Belalcazar, donc en binôme. Et en gros, le premier point qu'on a développé, on a dit que c'était un grand plouf, parce qu'au lieu d'être simplement des apprenants un peu en mode passif, on a été directement embarqués dans des réunions et dans 2 jours de découverte de Val Touraine Habitat. Et ce qui a été vraiment très chouette, ça a été que le bailleur nous a ouvert les portes et donné la possibilité de rencontrer des chargés d'opération, des chargés de secteur, des habitants, des locataires, de manière presque totalement autonome. Bon, ça c'est une demi-journée, mais en gros on était vraiment complètement en autonomie pour comprendre et trouver des solutions à la question qui était posée, qui était comment développer un logement simple d'usage.
Donc nous, dans le lab, on avait une question chapeau qui était la question du confort dans le logement. Là, on allait sur le logement simple d'usage et on avait un focus particulier sur le moment où le locataire arrive dans son nouveau logement. Donc la question de la remise des clés et comment une personne devient locataire d'un bailleur social. Donc ça, c'était la problématique posée. On est arrivé donc à Tours et on a eu donc 2 jours de travail. Le premier jour, on était plutôt côté bailleur. Le matin, une réunion avec au siège, un peu impressionnant, avec toutes les personnes chez Val Touraine Habitat qui traitent du sujet. Et puis l'après-midi, dans une agence, donc il y a 6 agences à Val Touraine Habitat, et on a été accueillis par la responsable de l'agence et des chargés d'opération, par chargé de secteur pour être plus précis. Et on a posé des questions très très basiques aux personnes présentes et on leur a demandé, mais alors vous, dans le moment de la remise des clés pour le locataire, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être fait au mieux. Et il y a une des chargées de secteur qui a une réponse étonnante, qui nous a le mieux, ça serait que le locataire soit pas là. Hein. Et on a trouvé ça un peu bizarre, mais ça nous a titillé. Et puis, dans l'organisation du séjour, on nous avait proposé de faire une sorte de vie ma vie et de vivre un état des lieux en réel. Donc, j'ai eu cette chance de partir avec une chargée de secteur et d'observer cet état des lieux. Et donc, on a pu voir tout ce que ça implique pour le chargé de secteur. C'est un moment en fait contractuel. Et puis, du côté du locataire, il avait l'air un peu, surtout impatient de récupérer les clés avant tout. Donc, il y avait des décalages. Et en revenant avec Nathalie, on s'est dit, mais si finalement la personne qui nous avait dit le locataire ne devait pas être là, si c'était pas une bonne idée. Et ça nous a poussé à aller vers une proposition en se disant on pourrait très bien découpler ce temps et faire que ce moment où le locataire veut récupérer les clés soit un moment plus cérémonial et que la dimension purement état des lieux, la dimension vraiment on va dire contractuelle et technique des points, soit séparée et soit fait par le chargé de secteur un peu tranquille, séparé. Donc en fait, on a eu ce premier coin, donc une idée qu'on a proposée aux bailleurs. Donc on a trouvé ça assez chouette cette première journée. Et le deuxième jour, on a eu en fait 2 séquences. Le matin, alors on va peut-être rester là-dessus. Oui. Je vais rebondir sur la première séquence. Ça va te permettre de reprendre ton souffle. Pierre-Yves. Non, je serai court, t'inquiète. Donc non, moi de la même manière, je suis ravi que Pierre-Yves et Natalia aient pu participer à ces 2 jours d'immersion qui ont été très riches en pépites qui en sont sortis. Pour nous, c'était important de faire un focus sur ce moment justement d'entrer dans les lieux. On entre dans un logement, mais on entre aussi dans un voisinage. On entre finalement dans une communauté. Quand on devient locataire chez Val Touraine Habitat, on essaye d'avoir des valeurs, de les proposer aussi à nos locataires, de les sensibiliser au bien vivre ensemble, de leur montrer aussi la palette des choses qu'ils vont pouvoir vivre ou faire chez nous avec les animations, les ateliers qu'on va organiser tout au long de l'année. Et c'est un moment qui est chargé de beaucoup de choses. Il y a du stress, il y a de l'émotion positive. Et donc, on se disait, nous, notre souci, c'est qu'on se rendait compte que le locataire, alors comme on le dit en interne, le locataire, il n'écoute pas. Ça nous agace. Le locataire, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Mais en fait, pourquoi le locataire n'écoute pas ce qu'on lui dit? Nous, on essaye de le sensibiliser au moment de la signature du bail, la remise des clés, l'état des lieux, on lui remet une plaquette, etc. Et d'une certaine manière, on avait peut-être déjà des idées un peu préconçues, de se dire notre plaquette, elle est peut-être pas bonne. Donc, il faut la revoir. Moi, j'ai vraiment tenu à ce que le travail démarre par ce Vie ma vie, et donc avec des collaborateurs de Val Touraine Habitat, pour rebondir sur ce que disait Madame, puisque souvent on croit, je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, on croit savoir à peu près comment ça se passe. Et en fait, rien de tel qu'un bon Vie ma vie, 1 heure, 2 heures, 3 heures avec quelqu'un sur le terrain, sortir de son bureau, aller voir. Et en fait, on se rend compte que souvent, ce qu'on avait imaginé de manière un peu désincarnée, hors sol, dans un bureau, etc., c'est très très loin de
la manière dont ça se passe sur site. Il y a une étude assez intéressante qui remonte maintenant en 99 par Sidney Yoshida, un japonais aussi, décidément, et qui était expert en qualité et qui a travaillé plutôt dans le monde automobile. Et en fait, il a essayé de comprendre la remontée et la redescente d'informations dans des processus organisationnels. Et en 99, bon, tout ça mériterait d'être challengé, bien sûr. Il a un chiffre fort. Grosso modo, il dit que la direction générale ne connaît que 4% des problèmes concrets de l'entreprise. Alors si je dis ça, on va me dire, surtout si j'avais une assemblée de DG aujourd'hui, on dirait non, on connaît beaucoup plus. On connaît souvent des problèmes macro. Nous, on sait qu'on a un problème général, c'est dans l'entrée dans les lieux, il y a un truc qui dysfonctionne. Mais en fait, quand on interroge cette personne qui le vit au quotidien, on découvre plein de petites choses. Et donc, en fait, voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. C'était que Pierre-Yves et Natalia puissent reposer aussi le parcours client, ce qu'ils ont fait, et faire ce focus. Où est-ce que ça dysfonctionne dans cette entrée dans la communauté ? Et c'est vrai que j'en reviens à cette plaquette d'entrée dans les lieux. Pierre-Yves va en parler, mais j'essaie de penser souvent contre moi-même. Mais je me disais, c'est vrai que cette plaquette, on pourrait la challenger aussi. Et finalement, c'est pas ça qui est ressorti de toutes les sessions de discussion avec le locataire. Ils sont partis sur autre chose. Et donc, voilà, c'est ça, moi, qui m'a intéressé dans cette première séquence. Alors oui, je vais rebondir. Alors sur la plaquette, effectivement, et pourtant moi je suis graphiste, donc j'aurais dû m'y intéresser vraiment fortement. Et en fait, comme les locataires, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, j'ai pas voulu. Et donc on s'est dit bon, finalement la plaquette, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le rapport des uns et des autres. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait certainement une dimension cérémoniale à retrouver et à repenser entre le bailleur et le locataire. Et on s'est dit, au moment de la remise des clés, c'est un moment vraiment important. C'est un moment où se crée la relation, en fait. Et donc, on s'est dit, peut-être que le chargé de secteur qui doit, avec sa tablette, voir les points, est-ce que la porte ferme bien, etc., elle n'est pas concentrée sur des points matériels, alors qu'elle pourrait être aussi en écoute et en explication de ce que va être la relation entre le locataire et le bailleur. Donc, ces premiers jours, on a un peu commencé à voir ça. On passe sur le deuxième. Donc le lendemain matin, on nous avait dit qu'on allait voir des locataires chez eux. Alors nous, on pensait qu'on allait faire juste une visite d'appartement. Mais en fait, c'était pas ça. On nous a encore une fois complètement impliqués. Et en fait, on s'est retrouvés dans l'intimité du logement chez 2 locataires référents. Et ça a été un moment assez touchant, en fait, parce que d'abord, on est chez les gens. Et ce qu'on a perçu, c'est qu'il y avait une dimension véritablement affective qui s'était développée entre le locataire et le bailleur. C'est-à-dire que, par exemple, chez cette personne, chez cette dame, en fait, le bailleur lui a permis de faire un rebond dans sa vie. Et donc, on sentait vraiment qu'il y avait un lien fort entre elle et le bailleur. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a vraiment expérimenté. Après, on a abordé beaucoup de sujets sur justement quel est le rôle du locataire référent. On comprenait pas toujours très bien les frontières, les distances. Peut-être que tu veux dire un mot là-dessus ? Oui, parenthèse pour que les personnes comprennent, le locataire référent chez nous, on a nos instances en tant qu'office public de l'habitat, représentatives de différentes typologies de personnes, la personne publique, nos locataires, à travers un comité dédié, mais on a souhaité le renforcer en créant un comité, une cellule, on l'appelle comme on veut, de locataires référents, qui sont là non pas pour parler de leur situation personnelle, mais pour être impliqués justement dans des sessions de travail pour développer, au-delà, j'allais dire, de ce que nous oblige de faire le réglementaire, pour réfléchir ensemble sur tout un tas de sujets. Voilà. Et pour le coup, cette séquence-là a réappuyé sur le locataire référent,
qui il est, qui peut-il être demain, comment mieux l'engager, comment mieux diversifier les profils aussi de locataires référents. Et donc, c'est là où on a vu qu'on n'a pas du tout abordé l'accompagnement matériel que le bailleur peut offrir, mais plutôt avoir ces petits pools d'ambassadeurs. Est-ce que ce n'est pas eux, finalement, demain, qui aideront à l'entrée dans la communauté, à la sensibilisation des nouveaux locataires? Si on parlait dans le monde de l'entreprise, on parlait d'onboarding. Voilà, et pourquoi pas, finalement, de la même manière dans le monde des bailleurs sociaux et des locataires, comment on les entraîne dans un ensemble de règles de vie. Oui, je vais rebondir là-dessus parce que nous, c'est ce qu'on a senti. On a beaucoup parlé de l'importance de l'entraide. Donc en fait, cette personne locataire référent, elle avait aussi un rôle on a déterminé ça, nous on a appelé ça une locataire aidant. Elle expliquait qu'elle avait une voisine qui comprenait pas toujours très bien les choses et qu'à un moment il y a eu un dégât des eaux et c'est elle qui a fait le lien, qui a remonté l'information auprès du bailleur, ce qui a évité des gros soucis dans l'immeuble. Et on s'est dit, il y a peut-être aussi quelque chose à creuser sur le locataire aidant. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire qu'il soit développé, qu'il soit formalisé aussi auprès du bailleur? Donc ça a été aussi un point important. On a vu une deuxième personne. Et alors lui, par le dispositif, on était vraiment à l'écoute. Il est parti dans des idées, etc. Donc il est parti sur un contrat de mariage en fait. Donc ça, on a trouvé ça assez rigolo et on s'est dit tiens, on va le développer. Et dans l'après-midi, on a eu une autre séquence. Alors là, c'était à nouveau au siège. Je peux faire un arrêt sur image? Tu m'avais autorisé. Deux dernières choses sur cette séquence en écoutant Pierre-Yves. Pour moi, c'est très important ce moment d'immersion chez le locataire. J'ai un peu coutume de paraphraser Bourdieu pour dire le locataire n'existe pas. Ça n'existe pas, un locataire. Il y a tellement de situations très différentes entre la personne qui va vivre en milieu urbain, périurbain, rural, entre la personne qui a des enfants, pas d'enfants. Enfin, évidemment, vous avez tous compris là où je veux en venir. Et souvent, au bout d'un moment, on a nos études, on a 46 000 locataires avec des baux signés chez nous. On perd en fait cette précision, cette particularité des parcours de vie de chacun. Et souvent, quand on doit chercher des solutions, on parle en idées. Voilà, le locataire, on va l'accompagner avec une nouvelle plaquette ou avec autre chose. Et je pense que c'est important d'aller voir 3, 4, 5. On sait bien que, je viens de le dire, il y a énormément de diversité de profils différents. Il n'en reste pas moins vrai que chacun porte en lui quelque chose qui va sans doute parler avec les autres. Et le fait vraiment de personnaliser aussi des discussions, des niveaux de réponse, je crois qu'on gagne beaucoup de temps et qu'on est toujours, on prête le flanc à la critique consistant à dire oui mais t'en as vu 5, mais t'en as pas vu X. Oui mais c'est pas grave, tout dispositif est imparfait et probablement qu'aller voir le locataire chez lui pendant 2 heures, on en retire beaucoup plus qu'une enquête anonymisée auprès de 3000 locataires, etc. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'importe dans le dispositif. Et puis le but de l'intervention aujourd'hui, c'était peut-être de faire ressortir aussi certains dispositifs qui, moi, m'intéressent en tant que directeur innovation. Et puis l'autre point que tu as dit, c'est qu'en allant le voir chez lui, il est dans sa zone de confort. Il a ses repères. On ne lui demande pas de venir au siège. On ne lui demande pas de venir en agence, dans une salle de réunion qu'il ne connaît pas. Là, il a ses repères olfactifs, visuels. Quand il parle de ses voisins, les voisins, ils sont là. Il n'est pas en train d'en parler. Il est juste en face. Et d'un seul coup, le fait d'incarner le raisonnement, ça change tout, ça crée de la confiance et je ne suis pas sûr que les locataires se seraient autorisés dans une salle de réunion très professionnelle de Val Thorens Habitat d'aller sur les contrats de mariage, sur les lectures à haute voix de la charte. Le locataire dit moi franchement aujourd'hui je voudrais que les nouveaux locataires ils lisent devant moi la charte de bonne conduite. Bon, on voit ce qu'il y a derrière, mais en fait ce qu'il voulait dire, il voulait montrer que c'est un engagement, on le prend. On est locataire, on n'est pas propriétaire, on a des voisins, etc. etc. Et je pense que ça, on ne l'aurait pas eu en étant au bureau. Donc voilà pour cette deuxième séquence, moi ce que je trouve très intéressant dans le dispositif et ce qu'il peut générer. Et alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que la troisième séquence qu'on a voulu focuser aujourd'hui, ça a été l'atelier d'intelligence collective qu'on a fait avec des locataires référents et des locataires, donc dans l'après-midi, et on retrouve en fait dans le panel des locataires les 2 personnes qu'on a rencontrées le matin. Et le fait de les avoir écoutées longuement en allant chez elles, je pense que ça les a valorisées et ça a fait qu'ils ont été 2 éléments très moteurs
pendant l'après-midi. Et comme ils avaient commencé à réfléchir à des idées, etc., ils ont impulsé des idées pour la suite, dont ce dont tu parlais, la charte des voisins lue à haute voix, la dimension d'un cérémonial presque amoureux entre les deux parties, etc. Donc ça a été dans l'atelier d'intelligence collective. Bon, pour moi, c'était la première fois que je faisais ça et j'étais aussi très heureux de découvrir la puissance du dispositif. Ça a été des éléments très forts. Alors, éléments également, je me suis rendu compte, comme je tenais le crayon du paperboard, que j'avais aussi une certaine forme de pouvoir en main. C'est-à-dire qu'il y a eu une fois des éléments que je trouvais un peu compliqués, donc je ne les ai pas notés. Et je me dis, oh là, en fait, je triche. Et donc, ça m'a questionné aussi sur la question de l'éthique, de la gouvernance, de la place. Donc ça, c'était très intéressant, un titre aussi personnel. Et si je voulais faire juste une mini-conclusion, en fait, ce que j'ai trouvé dans cette séquence, qui a été très fort, ça a été en fait la confiance. Et une confiance a priori. Et en fait, la confiance, elle a été chez chacun. Anthony, qui nous reçoit et qui nous laisse virevolter pendant 2 jours un peu partout chez Valtouraine Habitat, c'est une forme de confiance. La confiance également du lab qui nous dit non, vous n'allez pas être juste à prendre des notes, vous allez agir. C'est une manière de nous faire confiance. Et nous-mêmes, du coup, je pense par une capillarité, on a instinctivement fait confiance aux locataires en se disant mais ils vont nous apporter plein d'idées. Et au final, ils nous ont apporté plein d'idées. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment l'élément récurrent. Confiance, ça veut dire bienveillance. Et alors, on a eu un petit souci le dernier jour avec une locataire qui avait des propos parfois très compliqués. Et heureusement, ça a été recadré par le lab. Et là, du coup, ça pose la question aussi de la gouvernance et des règles, en fait. Et c'est ce qu'on s'est dit à la fin. Voilà pour... Merci Pierre-Yves. Le dernier aspect que je souhaite relever par rapport à ce que tu as dit sur cette séquence, c'est quand tu as dit que les 2 locataires vus précédemment étaient finalement les plus engagés. Et ça, je pense que c'est un enseignement à avoir en tête quand on parle de maîtrise d'usage. Moi, je constate toujours qu'on parle de maîtrise d'usage quand il y a un projet qui arrive. On a un projet de conception, de ceci. Je ne veux pas dire que c'est déjà trop tard. Mais en fait, la maîtrise d'usage, elle doit se concevoir et se structurer dans le cadre d'une stratégie de maîtrise d'usage continuelle, en fait. Et en fait, le locataire, si vous le faites venir, j'allais dire, vierge de toute relation autre que lorsqu'il y a des problèmes dans un atelier de travail, il ne se comportera pas de la même manière que si vous avez installé avec lui une relation de proximité, à travers nos employés de proximité, nos gardiens, à travers nos agences. Au-delà de nos 6 agences, on a une agence mobile qui essaie d'aller dans les territoires les plus ruraux, au travers de tout un tas de mécanismes qu'on va mettre en place. Et en fait, je ne vais pas dire que la maîtrise d'usage, elle est un peu cosmétique, mais elle ne donne pas sa pleine puissance. Moi, je pense qu'il faut avoir une stratégie relationnelle, partenariale, animée tout au long de l'année. Ça pose la question de la gouvernance, en fait, de l'usage dans une entreprise en tant que telle. Comment je sors d'une logique où j'appuie simplement sur un bouton à une logique où la voix du locataire et des autres usagers. Parce que, en fait, on est un peu turcentré sur l'usager, c'est le locataire, mais l'usager, c'est aussi notre employé d'immeuble, parce qu'il vit lui aussi, pas l'intimité du logement, mais les parties communes. C'est aussi les entreprises, prestataires qui vont intervenir lorsqu'il y a une fuite d'eau, lorsqu'il y a etc. En fait, il y a ce que moi j'appelle plutôt les parabénéficiaires d'une réflexion, ils sont tout autour aussi. Et donc, si on est dans une logique de donneur d'ordre, ou alors j'ai tel projet, je vais activer des dispositifs, c'est déjà mieux que rien. Mais moi, je pense que la stratégie relationnelle, et je n'irai pas sur le terrain du physique ou du digital, pour moi, ça c'est un raisonnement de vieux. Je me mets dedans, vous inquiétez pas. C'est un raisonnement formulé par des personnes qui ont connu le monde sans Internet. Les jeunes générations s'en moquent de digital, physique, tout ça est complètement imbriqué. Je me souviens avoir gardé en tête une étude faite par le syndicat du jeu vidéo qui montrait que 50% des joueurs de jeux vidéo en ligne se sentaient appartenir très fortement à une communauté. Alors en tant que vieux, vraiment aujourd'hui les jeunes,
Ils sont derrière leur écran et puis ils se croient dans une communauté, ils se croient avec des relations, etc. Et qui suis-je pour juger de la meilleure forme possible de la relation? Tout ça s'imbrique. Tout ça s'auto-alimente. Je crois qu'on est tous en contact physique avec les personnes avec lesquelles on est le plus en contact numérique. Je crois qu'on voit rarement des personnes une fois tous les 5 ans si on est en échange SMS chaque semaine et l'inverse. Donc en fait, c'est pour ça que voilà, cette stratégie relationnelle, moi, ça m'a beaucoup plu que Pierre-Yves spontanément dise en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui ont mieux produit, c'est les personnes qui avaient déjà un lien fort avec VTH. Et nous, ça doit nous obliger à continuer de voir comment on crée justement ces réseaux d'entraide et comment demain, c'est peut-être l'usager qui, lorsqu'il aura des projets, nous sollicitera et on aura inversé le dispositif. En ce moment, je suis un peu long, mais j'essaie d'être concret sur ce dernier exemple. Il y a la réglementation, vous savez, qui impose au 1er janvier 2024 les biodéchets, le tri, etc. Et évidemment, vous imaginez que pour tous les acteurs qui ont un bout de la gestion des déchets, les collectivités, les syndicats, les bailleurs, c'est la vague, le tsunami qui arrive, avec des locataires qui, un compost en bas de chez soi, c'est les rats, c'est les odeurs, c'est les machins, etc., etc. Et donc, au bout d'un moment, moi, j'ai pu constater moi-même dans une réunion avec les locataires, où il y avait des locataires qui nous disaient « mais attendez, jamais en bas de chez moi ». Bon, c'est pas moi, Anthony, qui ai décidé, c'est la réglementation. Et d'autres locataires qui, spontanément, disaient « non, mais nous, ça marche très bien en bas de chez nous », parce qu'il y a des personnes qui... Et c'est là où on se dit, demain, est-ce que mon rôle à moi, c'est de réfléchir et de faire descendre, notamment lorsqu'il faudra informer, ou est-ce que ça ne sera pas de dire aux locataires, tiens, toi, tu es devenu expert dans ta petite résidence du sujet, viens intervenir devant les autres locataires. Et c'est toi comme en avant. Et on inverse le truc. Et moi, c'est un peu ça mon fil d'Ariane. C'est comment on outille les personnes dans leur capacité à demander de l'aide, demander un support, et c'est peut-être notre avenir. C'est qu'on ne pourra pas de toute façon répondre à tout le temps, de manière uniformisée, mais de se dire qu'est-ce qui germe du terrain, qu'est-ce qui germe ici, qui n'est pas de toute façon duplicable là-bas, parce que la situation est complètement différente. Et ça, je trouve que c'est un peu un point que je retire, hormis tout ce qui a été très, très bien présenté par Pierre-Yves en termes de pépites. C'est donc je conclus, c'est revoir un peu le parcours d'intégration et le moment d'entrée dans les lieux, le moment administratif et le moment un peu plus d'enchantement. C'est comment on autonomise le locataire. C'est quand même comment on renvoie cette plaquette. Parce que quand même, je dis tiens, non, parce que quand même, ça a été abordé. Même pas. Et puis surtout, comment on considère que le voisin, c'est lui qui a la réponse. Et comment du coup, je ne vais pas surcharger les outils de communication avec VTH, mais je vais aller voir mon voisin, la personne qui m'a aidé à résoudre la fuite d'eau dont tu parlais tout à l'heure, parce que c'est lui qui a la solution. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup pour ce débat passionnant et cette présentation. Moi, j'en retiens effectivement que c'est important d'avoir ces phases d'immersion et d'observation du terrain qui font remonter des choses auxquelles on ne pense pas et qui, justement, permettent d'aborder et de réfléchir à des réponses à des réels besoins qui remontent du terrain. Et juste une chose, c'est de l'observation, mais très active, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui est très chouette dans ce qui a été pensé par le Lab et par Val Touraine, c'est qu'on était vraiment dans l'action. Donc nous, on a cru que c'était que de l'observation basique et en fait pas du tout. Donc c'est ça qui est vraiment... On a bossé, oui. Alors je précise l'observation active et l'immersion active. Pour conclure, je vais poser 3 dernières questions à Joachim. Déjà, savoir quels sont pour toi les bénéfices de la maîtrise d'usage. Ensuite, dans quel contexte on peut mettre en œuvre ces démarches. Et enfin, comment on peut les mettre en œuvre. Je te laisse me répondre. Je vais essayer en tout cas. Du coup, je pense que ça vaut le coup par rapport à ce que vous avez dit, et je vais être un peu l'avocat du diable, c'est marrant parce que moi je suis designer de profession, donc je fais que ça, regarder ce que font les gens. Mais du coup, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que c'est pas une méthode qui supplante toutes les autres de mon point de vue, mais elle doit cohabiter avec d'autres choses. Moi, je travaille quotidiennement avec des personnes qui sont chercheurs en sciences sociales, et en fait, on leur prend quand même beaucoup de leurs méthodes, et ils le font beaucoup
beaucoup mieux que nous et depuis parfois beaucoup plus longtemps en fait. Mais on collabore aussi avec des juristes, des ingénieurs, etc. Et c'est plutôt en fait à quel moment la maîtrise d'usage vient se placer pour qu'elle soit la plus opérante. Donc voilà, je remets juste un tout petit peu, c'est notre rôle et c'est en plus moi mon rôle de dire les bénéfices, mais voilà, de remettre un tout petit peu les choses en perspective. Donc il n'y a vraiment pas d'objet pour moi à tout remplacer, c'est plus placé au bon endroit. Donc on va commencer par peut-être les bénéfices. Donc pour moi il y en a 5, j'avais pas noté le premier parce que justement je me rends pas compte, mais c'est acquérir des données du terrain. C'est peut-être bête, mais voilà, quand il y a besoin d'avoir des données spécifiques sur un terrain dont on n'en a pas parce qu'il n'est pas étudié, bah c'est là où il y a le premier bénéfice. Le deuxième, ça va être de trouver un angle. En particulier en fait sur les questions qui sont liées à l'action publique, qui sont des problématiques complexes. En fait, trouver un angle de c'est quoi un meilleur logement, en fait c'est la base pour pouvoir bosser. Parce que en fait, est-ce que c'est une question ingénieriale, bâtimentaire, ou est-ce que c'est une question sociale? Vous avez pris un angle plutôt social. Mais en fait, prendre cet angle-là, c'est déjà faire un choix de conception, et en fait, ça permet d'avancer dans ces problématiques-là. Et les autres bénéfices, ça va être de diminuer les risques d'échec, en fait, de quelque chose qui est nouveau, et d'être plus démocratique. Alors si je regarde en fait un petit peu plus ces deux points-là, donc sur la question en fait de l'adéquation des besoins, d'assurer la satisfaction des besoins, ces méthodes-là, elles permettent d'une part de les faire émerger. Et si on regardait les photos qu'il y avait tout à l'heure, en fait il y a des traces d'usage des besoins. C'est-à-dire c'est des choses qui sont observables. Si on reprend le vocabulaire des sciences sociales, en fait c'est des comportements observables à la différence en fait de ce qui est dit, qui sont des attitudes, c'est-à-dire on peut se rendre compte que les gens ils prennent soin ou pas d'un espace, quand bien même ils disent oh non c'est moche, mais si en fait ils ne détruisent pas tout, finalement ça a beau être moche, ils en prennent soin. Et donc c'est observable. Et c'est pour ça en fait que ce que vous évoquiez, à savoir les observations et les entretiens, c'est des moyens de révéler ces besoins-là. Et c'est à ça que ça sert en fait, ces démarches-là d'immersion, c'est de voir, de capter ces petites traces-là. D'une part, et ça se fait donc dès l'observation et ça continue en fait tout au long du projet, donc avec ce que vous avez évoqué, le prototypage et ensuite le test, qui est un moyen de vérifier que ce qu'on a capté par les observations, par les interviews en tant que besoin, on y apporte une solution sous forme de prototype et on va tester pour vérifier s'il y a une bonne corrélation. Et en fait, de faire ça tôt, ça diminue les risques d'échec. D'un point de vue méthodologique, ces démarches-là, elles s'opposent un petit peu aux logiques plus ingénieriales des cycles en V, où on définit des problématiques, un cahier des charges, on produit un gros truc, on le déploie sur un territoire, etc. Puis on voit si ça marche. Donc ça prend 2 ans, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Ça a par ailleurs plein d'autres qualités, mais un des avantages spécifique de l'usage, c'est justement de se dire on va se tromper vite, on va faire une espèce de petit proto sur un échantillon moyennement valable, mais ça va nous donner une tendance et diminuer le risque d'échec. Et ça c'est particulièrement intéressant sur donc les problématiques complexes de l'action publique et puis toutes les problématiques qui sont en fait mal calibrées, parce qu'on va jouer avec des échecs et puis des nouveaux tests. Et puis enfin, donc le dernier point, c'est que quand c'est bien réalisé, ces démarches-là, elles sont plus démocratiques. Alors, on va dire à 2 niveaux, c'est qu'elles permettent d'une part de porter la voix des personnes qu'on n'entend jamais, ce que vous disiez sur les personnels de ménage, etc., etc. Et puis, ça va leur permettre donc de participer au travail de conception. C'est pas forcément le point le plus important, mais c'est plutôt ensuite où du fait d'avoir participé à ces travaux-là, on va avoir une meilleure acceptabilité en fait des dispositifs. Alors ça, c'est effectivement un double tranchant, c'est-à-dire que la Convention citoyenne sur le climat, si on regarde, en fait, c'est un formidable dispositif qui permet de faire accepter à une population lambda tirée au sort, pas forcément pour, pas forcément contre, en fait, finalement, ils font des propositions qui sont très militantes, qui sont au même niveau que les militants les plus durs sur le climat, etc. Donc, on voit bien que ça permet de faire accepter des choses qu'on n'aurait pas voulu. Par contre, si c'est pas suivi d'effet, vous avez l'effet boomerang, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que c'est une grosse farce et que ça sert juste, en fait, à un dessin politique et plutôt faire de la diplomatie, quoi. Donc, c'est vraiment, faut faire attention sur cette chose-là. Donc, pour pouvoir revenir sur la question des contextes, ça s'applique bien sur des problématiques larges mal définies, la question des usages.
Parce que donc faut trouver un angle, faut regarder ce qui est, ce que font les gens, et ça nous aide à mieux définir ce genre de problématique. Par opposition, en fait, ça sert à rien d'aller sur des domaines où il y a plein de données et qui sont assez fins, parce qu'en fait, là, vous prenez une étude, vous regardez ce qui a été fait les 50 dernières années, et en fait, vous déployez à l'échelle, quoi. Ça sert à rien de relancer une démarche sur les usages sur un truc où on a des données. Dit frontalement, je suis désolé, c'est comme ça, c'est un peu méchant, mais en fait, des fois, on voit, nous, dans nos travaux, des études qui sont lancées comme ça, on se dit, ouais, c'est super, ils ont tout compris, etc. Et en fait, il faut juste ouvrir une bonne vieille étude qui a été faite dans les années 80 pour se dire qu'il y a déjà les solutions. Et c'est pas grave, c'est juste, voilà, faut bien dimensionner. Un autre endroit où c'est important, et vous l'avez dit, c'est quand il y a beaucoup de parties prenantes. Et ça rejoint vraiment, effectivement, l'expérience de piloter un truc du haut. Quand il y a plein de parties prenantes, en fait, il y a plein de réalités différentes qui s'opposent et qui cohabitent sur un même sujet, quoi. Et en fait, ça, on ne peut pas le deviner de chez nous. Ça pose là les vraies questions de biais de conception. À savoir, moi, je fais 1m60. Si je conçois des meubles, ils vont être à ma hauteur. Pour tout le monde, à 1m60. Ça, c'est un biais de conception. Donc, effectivement, ça, on en a tous. Et quand il y a beaucoup de parties prenantes, ils font tous plus ou moins pas forcément 1m60. Et donc, du coup, c'est nécessaire de prendre leur point de vue pour pouvoir faire une bonne conception. Mais si vous avez, encore une fois, peu de parties prenantes et plein de données, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et puis, il y a, si on recherche certains effets, c'est-à-dire que les démarches par les usages, elles ne sont pas forcément meilleures que des démarches faites en chambre sur la concrétisation du projet. C'est-à-dire que vous n'allez pas mieux dessiner des objets parce que vous allez inclure certaines parties prenantes. Ce n'est pas vrai, en fait. Ça sera peut-être mieux adapté à leurs besoins, mais ce ne sera pas forcément mieux dessiné. Par contre, si on recherche l'effet juste politique d'inclure les gens, bah oui, on peut faire par les usages. Là, ça a un intérêt. Mais c'est-à-dire qu'on renverse la chose. C'est que dès le départ, on souhaite, pour des questions de positionnement, inclure ces parties prenantes. Et ça, c'est plutôt un choix politique, hein, comme les choix de conception sont des choix, qu'on le veuille ou non, on ne fait pas exprès, mais politiques. Ça embarque notre arrière-plan, quoi. Donc ça, c'était pour les bénéfices, les contextes. Et donc après, sur les méthodes, bah ça, vous l'avez dit plutôt bien. Moi, je peux juste mettre 2 mots qui peuvent être utiles là-dedans, enfin plutôt 4 même. C'est donc, sur les méthodes, on reprend vraiment ce qui se passe pour moi dans les sciences sociales. Et donc le design, ou en tout cas les approches par les usages, en fait, pour moi, c'est des sciences sociales appliquées. À savoir, donc, on va utiliser les questions d'attitude et de comportement, ce que disent les gens, ce que font les gens. On va comparer si c'est cohérent, c'est-à-dire, je milite pour le climat, mais j'ai un SUV hybride moyennement cohérent, c'est pas grave. On va juste regarder ce qui se passe justement chez toi en tant qu'individu, groupe social, et se dire là qu'il y a de la matière. Et puis l'autre chose, c'est avoir des démarches qui sont donc effectivement quantitatives et qualitatives. C'est de regarder des deux côtés, voir ce qui se fait, donc le qualitatif petit nombre, et c'est quoi leur expérience, ce que vous avez fait, etc. Et de ce point de vue-là, le fait que vous ayez fait des démarches très actives, vous êtes vraiment très très dans le qualitatif, quoi, avec même justement des biais et des problématiques méthodologiques qui peuvent se poser. Et puis quantitatif, c'est pour pouvoir justement se dire, attends, on va regarder si c'est vraiment représentatif. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de marier ces 4 choses-là pour pouvoir se faire une représentation qui soit la plus juste possible, quoi. Mais donc, interview, ça c'est la base. Observation non participante, c'est une autre option que vous n'avez pas faite, mais qui est aussi la base. Et l'atelier qui est un espèce de mix entre les deux, où finalement, vous regardez ce que les gens font, vous leur donnez des consignes, et donc du coup, ça va générer d'autres types de données. Et puis ça, en fait, ça va être continué tout au long du projet, et notamment à nouveau au prototypage et au test, qui sont en fait des formes d'observation et puis d'interview aussi, en fait. Quand on regarde méthodologiquement, ça suit un peu les mêmes logiques. Voilà. Et donc là, après, où ça va être un peu plus fin, et je termine là-dessus, c'est justement de choisir en fait à quel moment on va employer ces méthodologies-là pour obtenir les effets qu'on souhaite. C'est-à-dire soit obtenir certaines données, soit obtenir une certaine qualité de participation. Et c'est ce que vous évoquiez, vous tourniez autour là sur est-ce qu'on prend des personnes qui sont déjà convaincues ou pas. Et en fait, voilà, tout le travail ensuite, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup. C'était très riche et très complet. Il nous reste 3 minutes. Il y a une question dans le chat, mais je pense malheureusement pas qu'on pourra y répondre en 2 minutes du coup. Mais la question c'était surtout, alors sauf si vous y arrivez, c'était surtout la question de réfléchir autour de la maîtrise d'usage sur la conception de l'habitat collectif, donc création d'espaces communs avec ces idées de lieux de rencontre, de discussion, d'échange. Je pense qu'on a un petit peu abordé rapidement le sujet, sauf si vous voulez...
Oui, en fait, ça serait je crois que la question, c'est finalement, est-ce qu'on a déjà des expériences de création de communs à l'échelle de l'habitat collectif dès la conception? Est-ce que, Anthony, par exemple, tu as des exemples? Oui, alors très rapidement, Sarah, je te promets, on vient tout juste d'inaugurer par exemple une résidence là où vous avez des terrasses potagères partagées, une salle d'activité commune et puis une chambre d'amis partagée évidemment pour les résidents qui accueillent de la famille, etc. Je dirais que ce qui est le plus compliqué en synthèse, c'est comment ça vit dans le temps. Souvent, on se rend compte que ça repose sur une personne, deux personnes qui souhaitent s'impliquer dans la vie du potager, qui souhaitent avoir un rôle un peu supplémentaire. Voilà, nous on a beaucoup creusé le sujet, on a regardé ce qui se faisait dans beaucoup d'endroits. Donc on essaie de voir quel peut être notre rôle pour accompagner en mode main courante pendant 18 mois avec une association spécialisée sur ça, pour à la fois donner envie aux locataires de se rencontrer dans ces espaces-là, et puis en même temps leur apprendre à être autonomes dans la gestion de ces espaces. Le monde du logement social regorge de beaucoup d'exemples et de plus en plus, parce qu'au-delà du logement, on aménage des quartiers, on y rajoute des équipements accessibles à tous. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Et je vais conclure dans la dernière minute, même si j'avais d'autres questions, mais je pense qu'on pourrait continuer à débattre pendant des heures. Déjà, je voulais remercier à tous nos intervenants pour votre participation et votre implication. Merci beaucoup aux apprenants d'être venus aussi, d'avoir partagé vos différents retours d'expérience et vos projets qui sont très, très beaux. Donc, on espère qu'il y aura une suite. Et j'ai mis sur le chat le site du portfolio où vous pouvez retrouver plus en détail les différents projets qui ont été présentés et d'autres. Et vous pourrez, si vous avez des questions, pas hésiter à vous adresser. Il y a une adresse de contact. Et je vous remercie à tous à distance qui ont participé à cet événement. Et pour ceux qui sont sur site, on a prévu un petit moment d'échange où on peut continuer à échanger autour d'un petit cocktail. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Voilà. Merci encore à tous et je vous souhaite une bonne soirée.